Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien en marge de la 13e conférence internationale des institutions nationales des droits de l'homme qui se tient à Marrakech. Aujourd'hui, je reçois Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs des droits de l'homme. Michel Forst, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment se définit l'action commune entre l'ONU et les institutions nationales des droits de l'homme, en l'occurrence le CNDH pour le Maroc, pour défendre les droits des défenseurs des droits de l'homme? Alors, d'un côté, on a les Nations Unies qui sont une organisation intergouvernementale qui, au fond, n'a pas de pouvoir en elle-même. Ce sont les États qui, au sein des Nations Unies, donnent en fait les orientations que l'ONU doit suivre. Et l'ONU a besoin de partenaires. Et donc, elle a des partenaires multiples. Elle a bien évidemment les États dans lesquels elle est représentée, également la société civile, donc les organisations non gouvernementales qui sont une source d'information. Et puis un troisième pilier qui est ce qu'on appelle les institutions nationales des droits de l'homme, qui sont des structures de l'État, indépendantes du gouvernement, mais qui sont en fait des alliés à la fois de l'État, mais aussi des Nations Unies, et qui fournissent aux Nations Unies de l'information et qui relayent sur le terrain l'action des Nations Unies, notamment dans le domaine qui nous concerne, la protection des défenseurs. Très bien. Alors, il est question, comme thème principal ou central pour cette 13e conférence internationale des INDH, donc des institutions nationales des droits de l'homme, l'espace civique et les défenseurs des droits de l'homme. Comment définissez-vous justement l'interconnexion entre espace civique d'un côté et l'action des défenseurs des droits de l'homme? Alors peut-être juste un mot pour rappeler en fait pourquoi en fait ce thème a été choisi par cette conférence. Tout simplement parce que voilà 20 ans, les États ont adopté par consensus, le Maroc était présent, une déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme qui rappelle non pas des droits nouveaux mais qui rappelle des droits garantis déjà par le droit international, le droit de se réunir librement, le droit de manifester, de recevoir de l'argent, de recevoir de l'information, de communiquer avec les Nations Unies. Et on constate depuis 20 ans que malgré ce texte important, eh bien, la situation devient pire pour les défenseurs dans le monde. Ils sont assassinés, criminalisés, victimes d'attaques multiples. On n'a pas le temps de revenir sur le sujet, mais c'est vraiment le fondement, le cœur du sujet. Et il nous a semblé utile de, 20 ans plus tard, faire un point sur le rôle que les institutions nationales de l'État peuvent jouer pour assurer dans leur pays la protection effective des défenseurs des droits de l'homme. Et c'est ça, au fond, qui a nourri la réflexion qui nous a conduit à ce thème d'aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué certaines menaces qui pèsent encore sur l'espace civique. Vous en avez discuté quelques-unes lors du panel auquel vous avez participé donc, autour de cet aspect d'espace civique et défenseur des droits de l'homme. Quels sont aujourd'hui les moyens, les outils dont disposent ces institutions pour mieux défendre ces acteurs ? Alors face aux attaques dont je viens de parler, des États, mais aussi des entreprises internationales, parce qu'on oublie trop souvent que les attaques contre les défenseurs ne sont pas uniquement du fait de l'État, des forces de sécurité, mais de plus en plus des entreprises internationales, directement ou indirectement, attaquent les défenseurs, notamment dans le secteur de l'industrie extractive, des grands projets, la déforestation, la pêche, etc. Et donc l'idée, c'est de voir de quelle manière on peut assurer une protection effective pour ces défenseurs. Et vous avez, juste titre, pointé l'ambiguïté qui existe entre l'espace réservé à la société civile et les défenseurs. Et au fond, l'article 1 de la déclaration rappelle que toute personne, individu, groupe ou organe de la société est un défenseur. Pas besoin d'être à plein temps, pas besoin d'être membre d'une ONG pour être un défenseur. Simplement, vous, comme journaliste, un lanceur d'alerte, un blogueur, un magistrat, un avocat est un défenseur dès lors qu'il promeut, qu'il défend les droits des personnes qui sont menacées. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle dans beaucoup de pays, y compris en Europe, c'est un rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile. Ça se manifeste de différentes manières, d'abord par une difficulté croissante à enregistrer les ONG. Et vous avez dans beaucoup de pays des groupements d'individus qui ne veulent pas s'enregistrer, qui sont ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Le plus emblématique, c'est MeToo. En fait, la violence contre les femmes, pas besoin de s'enregistrer pour avoir une action civique ou citoyenne. Et donc, dans beaucoup de pays, on les oblige à s'enregistrer, et celles qui ne s'enregistrent pas deviennent illégales et sont donc criminalisées. Beaucoup d'entre elles ne peuvent plus recevoir de fonds venant de l'étranger. On les accuse d'être des agents de l'étranger,
d'être porteurs de valeurs étrangères, et donc par des lois nationales, on criminalise également l'action qui consiste à recevoir des fonds de l'étranger. Donc cet espace qui se rétrécit de la société civile affecte bien évidemment d'un côté les ONG organisées, mais également tous ces mouvements sociaux, tous ces défenseurs qui simplement essayent d'assurer la promotion et la protection des droits. Et c'est le sujet de la conférence, c'est voir de quelle manière les institutions nationales, qui sont des structures de l'État, peuvent forcer ou parfois convaincre leur État d'arrêter toutes ces pratiques nouvelles qui empêchent la société civile d'exercer ses missions convenablement. Alors vous avez évoqué la femme, justement. Quelle est aujourd'hui la place de la femme défenseuse des droits de l'homme? Déjà que la femme, on peut le dire, a du mal à défendre ses propres droits. Qu'en est-il même de défendre les droits des autres femmes ou tout simplement des autres citoyens? Voilà, c'est une des questions essentielles de la conférence, au fond. On a choisi comme sous-thème et la question des femmes défenseurs, pas par hasard, pas pour être à la mode, simplement parce qu'on constate que les femmes défenseurs sont d'abord des défenseurs, comme les hommes, ou parfois les jeunes, mais parce qu'elles sont femmes, elles sont victimes d'attaques différentes, ou plus fortes, ou multiples. Quelques-unes, pour ne pas être trop long, on voit une croissance d'attaques sur forme digitale. Les téléphones mobiles qui sont hackés, on cite leurs relations, on menace leurs enfants sur leur téléphone, parce qu'on sait que menacer les enfants d'une femme, c'est la menacer de manière très intime. Et donc on s'attaque à des moyens très intimes pour menacer les femmes défenseurs. On utilise également d'autres moyens sophistiqués pour attaquer les femmes défenseurs. On n'a pas le temps de les évoquer aujourd'hui en détail, mais qui s'attaquent à l'aspect sexo-spécifique en fait. On les accuse d'être des prostituées, de se vendre contre de l'argent, d'utiliser les ONG pour faire une carrière, alors qu'en fait ce sont des femmes défenseurs qui sont d'abord des défenseurs et ensuite des femmes. Et ce qui m'a frappé, je présente un rapport en mars prochain devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les femmes défenseurs également, c'est que malheureusement, y compris dans les ONG, au Maroc, en France, en Italie, en Espagne, en Colombie, au Mexique, y compris dans les ONG, les femmes sont reléguées à des fonctions subalternes. Bien évidemment, elles défendent les droits, mais on leur dit défendez les droits de la famille, le droit à la santé, l'éducation, mais les droits durs comme la liberté de manifestation, la liberté d'expression, eh bien, souvent on les relègue dans des fonctions de dominés. Et ces femmes défenseurs ont besoin de montrer qu'elles sont des défenseurs comme les autres et qu'aucun espace habituellement dévolu aux défenseurs est interdit aux femmes défenseurs. Il y a cet autre rapport que vous avez présenté cette fois en mars dernier au sujet des défenseurs des populations en mouvement. Nous sommes clairement dans une véritable crise qui perdure, en l'occurrence une crise des migrants. Nous sommes en Afrique aujourd'hui, au Maroc, terre d'accueil mais aussi de départ de migrants vers l'Europe. Quelles sont les principales conclusions de votre rapport, mais aussi à travers ces conclusions, quelles sont tout simplement les solutions que vous avez proposées? Voilà, d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir cité le titre exact du rapport, parce que ce n'est pas uniquement un rapport sur les migrants, mais sur les populations en mouvement. Ça englobe les demandeurs d'asile, les apatrides, les migrants, ceux qui sont les déplacés internes qui restent dans leur pays mais qui fuient pour des raisons économiques, la sécheresse, l'absence de travail, etc. Et bien évidemment, le Maroc, comme d'autres pays, est frappé par ces questions-là, en fait. Et je voudrais également souligner le fait que le Maroc est une terre d'accueil, une terre de refuge. Et j'ai été admiratif du travail qui a été fait par le Conseil national des droits de l'homme du Maroc et le gouvernement pour régulariser, au fond, la situation de tous ces migrants qui attendaient un espoir de pouvoir un jour avoir un statut légal. Ce qu'on constate, c'est que le problème est un problème mondial. On le voit en France avec la fermeture des frontières, on le voit en Espagne, en Italie avec l'Aquarius. On l'a dit à plusieurs reprises que la Méditerranée est le plus grand cimetière pour les migrants. On voit que nos États, à l'heure actuelle en Europe, ferment la frontière, parfois durement, aux migrants qui essaient de chercher une meilleure situation, au fond. On le voit au Mexique, avec ce fameux train qui voyage en Amérique centrale, Amérique latine, pour aller aux États-Unis, et les migrants sont assassinés, disparaissent, et ceux qui les défendent sont également victimes de harcèlement, d'attaques, de menaces, et disparaissent également. Donc c'est un problème mondial, la migration. Et les solutions ne sont pas, à l'heure actuelle, à la hauteur. On a passé un pacte mondial sur les migrations, on a oublié la question de la protection des défenseurs des droits des migrants.
Les solutions, ça passe d'abord par une reconnaissance du rôle que ces défenseurs jouent. Ce ne sont pas des passeurs, comme souvent on essaie de le faire croire. On l'a vu récemment avec l'Aquarius en Italie. On a accusé les défenseurs ou les protecteurs des migrants d'être des passeurs liés aux mafias, de se faire de l'argent sur le dos des migrants. Ce sont d'ailleurs des défenseurs qui sont simplement animés d'une volonté humanitaire d'assurer une protection à ceux qui migrent. Et la deuxième solution, une solution interétatique, de réguler mieux les flux migratoires avec des mécanismes nouveaux qui ont été proposés, qui n'ont pas été adoptés dans le pacte international sur les migrations. Michel Forst, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle donc que vous êtes rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc l'entretien spécial en marge de la conférence, 13e conférence internationale des institutions nationales des droits de l'homme qui se tient à Marrakech. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.